Bonjour chers élèves, je suis heureuse de vous retrouver à nouveau dans le cadre du programme Apprendre à la maison. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez de quoi prendre des notes. Je suis Madame Marie-Edwige Mabikatieva, épouse Akaga Wilson, professeure de français des lycées. Nous allons poursuivre notre cours portant sur la méthodologie du commentaire composé. Mais avant, nous allons rappeler ce que nous avons vu à la dernière séance. Il a été dit qu'avant de rédiger le commentaire composé, il faut d'abord analyser le texte et le comprendre. Pour ce, il faut procéder à 4 étapes. Et la dernière des étapes, c'est la lecture méthodique. De cette lecture méthodique va découler le plan détaillé du devoir ou alors l'ossature de votre analyse. C'est à partir de ce plan détaillé que vous allez rédiger votre devoir. La séance d'aujourd'hui porte donc sur la rédaction du devoir. Nous allons rappeler les objectifs inhérents à tout le cours. L'objectif général se décline comme suit: amener l'élève à maîtriser les étapes de la rédaction du commentaire composé. L'objectif spécifique de la présente séance se décline comme suit. À la fin de la leçon, l'élève doit être capable de rédiger une introduction, une conclusion et un sous-centre d'intérêt. Bien. Le travail de l'analyse et de la compréhension se fait au brouillon. Et la première étape de la rédaction va continuer au brouillon. C'est-à-dire qu'après avoir élaboré votre plan détaillé, vous pouvez d'ores et déjà rédiger votre introduction, la transition des 2 parties ou des 3 parties et la conclusion. Ces parties doivent être intégralement rédigées au brouillon et en un paragraphe. Nous allons commencer par l'introduction. Quel est le rôle de l'introduction et comment se rédige-t-elle? L'introduction a pour rôle de fournir les principaux éléments d'information sur le texte à étudier et annonce les différents aspects qui seront traités dans le développement. Par conséquent, elle comporte 3 parties reliées entre elles par des mots de liaison adéquats qui cadrent avec cet objectif. D'abord, la mise en contexte ou mise en situation. Elle situe précisément le texte étudié dans un contexte littéraire, artistique ou historique. On peut choisir entre plusieurs domaines en fonction du contexte. Diapo suivante, s'il vous plaît. Vous pouvez partir de l'avis de l'auteur quand le texte est fortement autobiographique ou quand il est écrit à une période cruciale de la vie de l'auteur. Si nous prenons l'exemple de l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, nous nous rendons compte qu'il y a des éléments de la vie de l'auteur qui transparaissent dans le roman, notamment le passage à l'école coranique, le passage à l'école occidentale et même le départ pour l'Europe où le héros va obtenir une licence en philosophie. Vous pouvez également partir du thème, quand ce thème est une préoccupation constante dans l'histoire humaine. Par exemple, la dénonciation des injustices sociales ou de la misère sont des thèmes qui sont abordés non seulement dans la littérature française, mais également dans la littérature africaine. Vous pouvez partir de l'époque, quand le sujet abordé a été très présent à l'époque où le texte a été écrit. Si nous prenons le sujet portant sur la désillusion, née de la période post-indépendance en Afrique, nous nous rendons compte qu'il a été très abordé à une période bien précise, c'est-à-dire entre 1960 et 1975. La deuxième partie de la rédaction de l'introduction consiste à présenter l'auteur et le texte étudié. Dans cette partie, on doit y retrouver le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, le genre auquel elle appartient, le type du texte, son ou ses thèmes, la tonalité, on peut même dire les tonalités, les intentions de l'auteur.
Pendant votre lecture et pendant votre travail au brouillon, il est nécessaire de relever ces éléments. Donc, le nom de l'auteur, qui a écrit le texte, le titre de l'œuvre, d'où le texte a-t-il été extrait, le genre auquel l'œuvre appartient, est-ce un roman, est-ce une pièce de théâtre, le type du texte, est-ce un texte narratif, descriptif, son ou ses thèmes, sa tonalité, les intentions de l'auteur, c'est-à-dire que veut nous montrer l'auteur à travers le texte que nous devons étudier. La dernière partie de l'introduction, c'est l'annonce du plan. Et cette partie émet des propositions de lecture qui seront ensuite vérifiées dans le développement. Elle indique clairement l'ordre de développement de ces centres d'intérêt ou axes de lecture. Donc, ce sont des propositions, des hypothèses de lecture qui sont émises dans l'annonce du plan et qui seront vérifiées dans l'analyse que nous ferons au développement. Dans cette partie, il faut suivre scrupuleusement l'ordre de chaque partie. Il ne faut pas inverser l'ordre d'apparition des centres d'intérêt ou des axes de lecture. Sur ce, nous avons proposé un exemple d'introduction que nous allons parcourir ensemble. Le désir de décrire de façon très réaliste le quotidien des populations a nourri plusieurs générations d'écrivains africains. C'est dans cette démarche que se sont inscrits des écrivains de renom, tels le Sénégalais Ousmane Sembène, l'Ivoirien Amadou Kourouma et le Camerounais Mongo Betty. Cette partie représente l'amorce. Et ici, nous avons choisi une amorce par thème, parce que le thème récurrent pour tous les écrivains que nous avons cités, c'est la description réaliste du quotidien des populations. Poursuivons notre lecture. La romancière gabonaise Sylvie Ntsam poursuit cette lignée. Dans le texte intitulé « Le périple de Joël », de type descriptif, aux tonalités tragiques et satiriques, extrait de son œuvre Malédiction, publiée en 2006 aux éditions L'Harmattan, la romancière nous plonge dans un univers assez dur mais réaliste, le quartier Venez voir. Cette partie représente la présentation du texte et vous constatez qu'il y a le nom de l'auteur, mais il y a également la nationalité de la romancière. Nous avons relevé le titre du texte, nous avons donné le type auquel il appartient, les tonalités dominantes dans l'extrait et les références, c'est-à-dire l'œuvre Malédiction, l'année de publication et la maison d'édition. Nous avons également montré les intentions de l'auteur, c'est-à-dire qu'elle veut nous faire découvrir un univers dur mais réaliste, en l'occurrence le quartier Venez voir. Poursuivons notre lecture. Ainsi, Sylvie Ntsam met à nu les difficultés auxquelles sont confrontés les habitants du dit quartier que nous pouvons lire sous deux aspects. La difficile descente de Joël vers sa destination et au-delà, la précarité et la pauvreté de ce milieu de vie. Le développement mettra en scène ces deux centres d'intérêt ou axes de lecture. Cette partie représente l'annonce du plan. Et vous voyez bien que nous avons fait ressortir les idées majeures que nous avons retenues de l'analyse de notre sujet, c'est-à-dire la difficile descente de Joël vers la destination et la pauvreté du quartier Venez voir. Et nous avons bien suivi l'ordre d'apparition de ces parties. Bien, nous allons poursuivre avec l'introduction partielle. Chaque centre d'intérêt est introduit par une phrase qui présente la partie et les sous-centres qui y seront développés. Et nous avons proposé une introduction partielle pour le premier centre d'intérêt. Lisons-la. Le texte nous laisse entrevoir l'épreuve que représente la descente de Joël pour atteindre sa destination. Celle-ci est lisible à travers l'effort considérable du héros et le jeu d'équilibre auquel il se livre tout au long de son parcours. Donc, dans cette partie, vous présentez la grande idée qui sera analysée, ou alors la grande idée qui sera développée, ainsi que les sous-parties de cette dernière. Nous allons évoluer avec la rédaction de la transition et de la conclusion.
La transition du commentaire composé consiste à confirmer la pertinence des sous-centres tout en annonçant le second centre d'intérêt, ou deuxième partie du devoir. Nous avons également fait une proposition que nous allons parcourir. La première partie de l'analyse met en évidence la descente difficile de Joël pour rejoindre le domicile de Jeanne en révélant non seulement son effort, mais aussi la recherche d'un équilibre auquel il se livre pour éviter toute chute pendant son parcours. Et tout au long du chemin, Joël découvre la précarité de venez voir. Donc, dans cette partie, il y a le résumé succinct du premier centre d'intérêt. Et il y a également la présentation du centre d'intérêt suivant. Nous allons poursuivre avec la rédaction de la conclusion. La conclusion comporte 2 étapes reliées entre elles par un connecteur logique. Premièrement, le bilan résume l'intérêt littéraire du passage. Il doit souligner la portée et la logique d'enchaînement des centres d'intérêt, c'est-à-dire le fond, et la pertinence des procédés d'écriture révélés par l'analyse, c'est-à-dire la forme, sans reprendre les phrases utilisées dans le développement. Donc, dans le bilan, il s'agit de résumer succinctement ce qui a été évoqué pendant le développement. Donc, résumer ce qui a été dit dans le texte, c'est-à-dire la forme, et les procédés d'écriture mis en œuvre pour relever ce fond, la forme. Mais il ne s'agit pas de reprendre les phrases du texte. Ici, il faut reformuler les idées ou alors utiliser des synonymes. La deuxième partie de la conclusion, c'est l'ouverture ou l'élargissement. L'ouverture ou l'élargissement souligne la relation du texte étudié avec d'autres auteurs ou œuvres. C'est l'intertextualité. Elle peut aussi faire une remarque sur la nouveauté de l'œuvre ou sa singularité, c'est-à-dire sa modernité. Pour ce qui concerne le sujet du commentaire composé, l'ouverture est obligatoire. Et cette ouverture doit mettre l'extrait de texte étudié en relation avec d'autres textes, avec un autre texte qui lui est semblable, soit par le thème, soit par le style, pour en relever les convergences ou pour en montrer les divergences. Mais l'ouverture peut également servir à montrer la singularité avec laquelle un auteur a abordé un thème par rapport à ses prédécesseurs ou par rapport à ses collègues. Nous avons proposé une conclusion que nous allons parcourir. Et vous voyez bien qu'il y a différentes couleurs. La couleur rouge est employée pour mettre en évidence certaines parties de la conclusion. En l'occurrence, la phrase qui introduit la conclusion ou l'expression qui introduit la conclusion et les connecteurs logiques. Lisons la proposition. Au sortir de notre analyse, retenons que Sylvine Tsam a su rendre compte d'une réalité qui n'est pas évidente à décrire. D'abord, en soulignant avec netteté les péripéties de Joël, elle a relevé des aspects qui font de ce quartier un milieu sous-intégré par son accès difficile. Puis, en nous permettant de dépasser cette lecture, elle offre au lecteur l'opportunité de comprendre la misère d'un quartier dans lequel cohabitent insalubrité et habitat précaire. Ce texte est, par son style saisissant et alerte, agréable à lire. Cette partie représente le bilan et vous remarquez bien que les 2 centres d'intérêt sont résumés de manière succincte. Et il y a également l'intérêt littéraire de l'extrait. Il est saisissant par son style, il est alerte par son style, ce qui fait qu'il est agréable à lire. Poursuivons notre lecture. L'univers nauséabond qui y est présenté rappelle Hubert Fredin Domberg dans son roman « Les Matitis », œuvre dans laquelle l'auteur est resté collé à l'un des engagements majeurs de l'écrivain, dénoncer la misère et les injustices sociales. Cette partie représente l'ouverture. Et vous remarquez que l'extrait de texte
de Sylvine Sam a été mis en relation avec le roman Les Matitis d'Hubert Freddy Ndongbeng, parce qu'il y a un thème qui a été abordé, celui de la dénonciation de la misère. Bien, nous allons avancer avec la rédaction d'un sous-centre d'intérêt. Alors, comment rédige-t-on un sous-centre d'intérêt? Il faut le rédiger déjà en un paragraphe. De quoi est constitué ce paragraphe? Le paragraphe est constitué de l'hypothèse de lecture mise en évidence dès la première phrase. Ensuite, les outils d'analyse sont nommés et ils sont repérés. C'est-à-dire qu'on prend les indices textuels, on les met entre guillemets et on indique la ligne entre parenthèses. Après avoir relevé ces outils d'analyse qui sont nommés, il faut les interpréter. Et au fur et à mesure que l'idée évolue, il faut employer des connecteurs logiques. À la fin du paragraphe, il faut tirer une conclusion. Qu'avons-nous retenu de l'analyse de ce sous-centre d'intérêt? Est-ce que notre hypothèse est vérifiée? Et si nous sommes dans le premier paragraphe d'un centre d'intérêt, la dernière phrase va servir à annoncer le sous-centre d'intérêt suivant. Donc, il y a plusieurs couleurs qui sont employées justement pour démarquer les différentes étapes de la rédaction de ce paragraphe. Nous avons choisi de rédiger le premier sous-centre d'intérêt du premier centre d'intérêt, c'est-à-dire l'effort considérable de Joël qui est lisible dans la difficulté de la descente. Donc, venez voir. Lisons la proposition que nous avons faite. Le texte nous laisse entrevoir l'épreuve que représente la descente de Joël pour atteindre sa destination. Celle-ci est lisible à travers l'effort considérable du héros et le jeu d'équilibre auquel il se livre tout au long de son parcours. L'effort considérable du héros est manifeste et les verbes d'action se faufilent, ligne 2, passe, ligne 3, saute, ligne 5, suit, ligne 7, glisse, ligne 11, descend en zigzagant, lignes 11 et 12, révèlent les différents mouvements accomplis lors de la descente de Joël vers sa destination. En effet, Joël traverse diverses étapes pour atteindre la demeure de Jeanne. C'est pour cela qu'il glisse, perd l'équilibre, évite la chute, ligne 11. Cette énumération est manifeste en ce qu'elle rend compte des périls qui se présentent sur le chemin du personnage. Et chaque fois, il frôle la chute. Mais comment rebrousser chemin? Il n'a d'autre choix que de poursuivre son aventure. D'ailleurs, le champ lexical de la descente, ligne 6, au bas de la petite colline, ligne 8, il descend, ligne 11, tombé, ligne 14, cet atterrissage, ligne 16, met en évidence non seulement la délicatesse du périple, diapo suivante s'il vous plaît, qui oblige Joël à se substituer à un gymnaste, mais aussi la situation géographique périlleuse de la maison de Jeanne. Elle est logée au bas de la petite colline, ligne 8. Ce locatif à lui seul expose le risque de dégringolade de tout ce qui tente de rallier cette maison. Et l'on semble ne jamais y arriver, tel que le suggère la négation tenue dans l'aspect duratif de l'action verbale dans La descente n'en finit pas, ligne 6. Ils disent à la fois la longueur interminable du chemin et la durée du parcours de combattant à effectuer. C'est donc signifier que la descente du personnage n'est pas aisée. Il doit ainsi adopter une position particulière pour éviter tout désagrément. Donc, vous remarquez que ce sous-centre d'intérêt est rédigé en un paragraphe et qu'au fur et à mesure que l'idée évolue, il faut employer des connecteurs logiques. Bien.
Après le travail au brouillon, il faut maintenant mettre son devoir sur la copie qui sera présentée. Alors, comment présente-t-on un devoir de commentaire composé? Nous allons passer à la présentation de la copie. Il faut commencer par l'introduction en un paragraphe. Je répète, en un paragraphe. Même si elle a 3 parties, l'introduction se rédige en un paragraphe. Après, vous passez 2 lignes pour aborder le développement. Première partie du développement, ce sera le premier centre d'intérêt ou premier axe de lecture, pardon. Donc, dans ce premier centre d'intérêt, vous aurez une introduction partielle, le premier sous-centre d'intérêt en un paragraphe, le deuxième sous-centre d'intérêt en un paragraphe et une transition. Entre l'introduction partielle, le premier, le deuxième paragraphe et la transition, il faut repartir à la ligne. C'est ce qu'on appelle marquer l'alinéa. La transition fait partie du premier centre d'intérêt. C'est pour cela qu'elle est mise entre les 2 parties. Après la transition, vous passez une ligne pour aborder le deuxième centre d'intérêt ou axe de lecture qui suivra évidemment le même principe que la première partie, c'est-à-dire introduction partielle, vous marquez l'alinéa, premier sous-centre d'intérêt, vous marquez l'alinéa, deuxième sous-centre d'intérêt, vous marquez l'alinéa. Si vous avez 3 parties, votre devoir aura donc 2 transitions, parce qu'il y aura une entre la première et la deuxième partie, et entre la deuxième et la troisième partie. Après le dernier paragraphe de votre développement, vous passez 2 lignes pour rédiger la conclusion en un paragraphe. Et je rappelle que la conclusion se rédige en un paragraphe. Voilà comment doit se présenter votre copie. Nous sommes arrivés au terme de notre cours portant sur le commentaire composé. Mais que peut-on retenir de la méthodologie du commentaire composé? Nous allons évoluer avec la synthèse. Le commentaire composé n'est pas une analyse linéaire d'un texte. Ce n'est pas non plus une superposition des outils d'analyse, encore moins une paraphrase du texte. Le commentaire composé est une analyse d'un extrait de texte à l'aide des instruments divers relevés dans le texte et interprétés qui mettent en évidence les différents sens que le texte peut avoir ou les orientations vers lesquelles un candidat veut mener son analyse. La méthodologie de la rédaction du commentaire composé suit des étapes. D'abord, l'analyse et la compréhension du sujet. Ensuite, l'élaboration du plan détaillé à partir de la lecture méthodique. En outre, la rédaction de l'introduction, de la transition et de la conclusion au brouillon. Enfin, la rédaction du